Et si, et si toute la politique étrangère américaine de ces 30 dernières années reposait sur une erreur fondamentale? C'est le point de départ, assez audacieux, il faut le dire, d'un document de stratégie pour 2025. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre la vision radicalement nouvelle qu'il propose pour le rôle de l'Amérique dans le monde. On plonge directement dans le vif du sujet. Le document ne prend pas de gants, il part d'une affirmation simple, sans détour. La politique étrangère américaine a échoué. Et c'est ce constat, ce diagnostic, qui sert de fondation à une approche qui se veut complètement différente. Alors, comment est-ce que le document justifie une affirmation aussi forte? C'est simple. La première partie est entièrement consacrée à un diagnostic, une autopsie en quelque sorte, des échecs de la politique étrangère américaine depuis la fin de la guerre froide. Selon ce texte, le problème, ce n'est pas juste une petite erreur de parcours. Non, non, il s'agit d'une formule de base qui serait complètement erronée, d'une série d'erreurs de jugement fondamentales qui auraient guidé les administrations, démocrates comme républicaines, pendant des décennies. Et voici le détail de ces fameuses erreurs. Le document pointe du doigt une surestimation de la volonté américaine à porter, seule, tous les fardeaux du monde. Il critique aussi de mauvais paris économiques, comme le libre-échange qui aurait en fait affaibli le pays de l'intérieur. Et puis bien sûr, il y a les alliés, des alliés qui se seraient un peu trop facilement déchargés des coûts de leur propre défense sur Washington. Bref, c'est une remise en cause totale du consensus qui a prévalu pendant des décennies. Bon, après avoir posé le diagnostic, le document passe logiquement à la solution. Il s'agit que redéfinir clairement ce que la nation devrait vouloir, en commençant par le front intérieur, avant même de regarder ce qui se passe dans le reste du monde. La question est donc posée. Si on jette l'ancienne vision à la poubelle, par quoi est-ce qu'on la remplace? Eh bien, la réponse du document commence par une vision pour la société américaine elle-même. Et là, c'est assez surprenant. La stratégie ne commence pas par parler de porte-avions ou de missiles, mais par le foyer. Elle lie directement la sécurité nationale à la santé culturelle du pays. L'idée, c'est que des familles fortes et traditionnelles sont le véritable socle d'une nation résiliente. Le deuxième pilier, cette fois, il est économique. L'objectif est clair, réindustrialiser le pays, pour qu'il puisse répondre à toutes les demandes de production, que ce soit en temps de paix ou bien sûr en cas de conflit. Et ça permet de réduire la dépendance stratégique vis-à-vis de l'étranger. Enfin, le troisième pilier national, et pas des moindres, la domination énergétique. L'idée est de maîtriser les ressources, pétrole, gaz, charbon, nucléaire. Pas seulement pour la croissance économique, non, mais comme un véritable levier de puissance et de sécurité sur la scène mondiale. C'est un atout majeur. Ok, une fois que ces bases nationales sont posées, solides, le document se tourne vers l'extérieur. Alors, quels sont les intérêts fondamentaux des États-Unis sur la scène internationale? Le texte définit 5 intérêts vitaux. Ça va de la sécurisation de l'hémisphère occidental et de l'Europe au maintien d'un Indo-Pacifique libre, en passant par la prévention d'une domination hostile au Moyen-Orient. Et avec, comme fil rouge qui relie tout ça, la suprématie technologique. C'est une vision très ciblée de ce qui compte vraiment. Passons maintenant de la définition des objectifs à la manière de les atteindre. Le document expose plusieurs grands principes, une sorte de philosophie qui doit guider toute la politique étrangère américaine. Le premier principe, c'est un classique, la paix par la force. L'idée est assez simple en fait. Une puissance militaire, économique et culturelle qui est inégalée, ce n'est pas un outil d'agression. C'est le meilleur moyen de dissuader les adversaires et d'éviter les conflits avant même qu'ils n'éclatent. Le deuxième principe, c'est la retenue. Le document parle d'une prédisposition au non-interventionnisme. Attention, ça ne veut pas dire un isolement total. Ça veut dire que l'intervention militaire doit être l'exception absolue et qu'elle doit être justifiée uniquement par des menaces directes aux intérêts fondamentaux du pays. Et enfin, le principe de l'équilibre des puissances. Ici, le but n'est pas de dominer le monde, mais plutôt d'empêcher activement qu'une autre puissance puisse le faire, que ce soit au niveau régional ou mondial, et qu'elle vienne ainsi menacer les intérêts américains. Très bien. On a les objectifs, on a la philosophie. Mais comment tout ça se traduit en actions concrètes? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Un concept qui revient sans cesse, c'est celui du partage du fardeau. L'idée, c'est que les alliés des États-Unis doivent prendre la responsabilité principale de la sécurité dans leur propre région. Et surtout, ils doivent contribuer financièrement de manière beaucoup plus significative à la défense collective. Et pour que ce soit bien clair, ce principe est illustré par un chiffre très concret et, disons-le, assez ambitieux. Le document propose que les membres de l'OTAN consacrent, tenez-vous bien, 5% de leur PIB à la défense. C'est un nouvel objectif qu'ils appellent l'engagement de la haie. Pour mettre ça en perspective, c'est tout simplement plus du double de l'objectif actuel qui est de 2%. C'est énorme.
On voit bien que la sécurité économique, ici, c'est vraiment la clé de voûte de toute la stratégie. Elle repose sur 5 piliers qui sont tous liés: un commerce plus équilibré, des chaînes d'approvisionnement sécurisées sur le sol national, une réindustrialisation massive, une base de défense nationale relancée, et enfin la domination énergétique pour alimenter tout ça. Dans cette dernière partie, on va regarder comment cette nouvelle doctrine s'applique concrètement à différentes régions du monde, en commençant par le voisinage immédiat de l'Amérique. Pour sa propre région, l'hémisphère occidental, le document invoque une version modernisée de la doctrine Monroe, cette vieille idée du 19e siècle qui visait à limiter l'influence européenne. En clair, il s'agit de réaffirmer la prééminence américaine dans son jardin et d'empêcher toute puissance extérieure d'y installer une présence militaire ou de prendre le contrôle d'infrastructures critiques. Le changement de perspective est particulièrement radical quand on parle de la Chine. Cette diapositive l'illustre parfaitement. L'ancienne croyance, c'était que l'intégration économique de la Chine mènerait à une convergence politique. Le document, lui, affirme que cette hypothèse était une grave erreur et que la Chine a simplement utilisé sa nouvelle puissance économique pour servir ses propres intérêts, souvent au détriment des États-Unis. Finalement, si on devait résumer toute la philosophie du document en une seule phrase, ce serait celle-ci. Elle encapsule l'idée centrale: l'intérêt national, défini par le bien-être des citoyens américains, doit être le seul et unique guide de toutes les décisions, sans exception. On termine donc avec cette question, qui reste ouverte. Si elle était appliquée, cette stratégie ne serait pas une simple correction de cap. Non, ce serait une redéfinition complète du rôle de l'Amérique. Elle promet de redessiner entièrement la carte des alliances, du commerce et de l'équilibre des pouvoirs pour les décennies à venir. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.